Aujourd'hui, je ne suis pas seul, on est deux. Alors, vous le connaissez ou vous le connaissez pas, vous le voyez, il est en haut de l'écran, hein, et c'est le bonhomme avec la longue barbe blanche. On dirait le Papa Noël, mais il a oublié de s'habiller en rouge. Regardez-les comme il est beau. Et il est comme moi, il a son café. Ah, on a ça en commun, c'est le café. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui, moi, m'intéresse, c'est l'intelligence artificielle, mes bons amis. Mais avant tout ça, on va peut-être laisser à notre invité du jour se présenter, il va nous raconter un petit peu, puisque c'est un YouTuber. Oui, il est comme moi, il fait du YouTube, il aime beaucoup s'entendre parler et il aime bien montrer son museau. Allez, parle mon grand, qui t'es donc toi? Eh ben, moi je suis tout simplement Ablanor, qui s'écrit comme ça se prononce, et parce que c'est assez facile. Et effectivement, merci beaucoup pour ton accueil déjà, ça c'est très gentil. Je fais du YouTube aussi, je traite essentiellement de politique générale parce que je voudrais faire de la vulgarisation politique pour que des sujets ultra complexes soient accessibles au plus grand nombre. En gros. Donc t'es Pas la peine d'en vulgaire, dire plus, mais c'est on a moche. fait le tour. Oh, moi j'essaie de travailler pour le bien de la communauté. J'essaye tu vois, d'aider mon prochain parce que parfois il y a des gens qui disent des bêtises et ils disent des bêtises parce que juste ils savent pas, on leur a pas expliqué. Et ben j'essaye de venir leur expliquer pour que ce soit plus facile à comprendre. Ok, Voilà. bon bah, je t'inviterai peut-être en conclusion à présenter un petit peu ta chaîne ou tes chaînes, puisque tu en as plusieurs. Mais aujourd'hui, tu es là parce que, eh bien, tu m'as dit, on discutait le bout de gras tranquillement, et tu m'as dit, ah, mais moi, l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui m'intéresse. Je m'y intéresse même depuis, moult années, et je serai tout à même, eh bien, de répondre à tes petites questions. Parce que contrairement à toi, on en discutait tout à l'heure, moi, j'utilise l'IA de façon très, très régulière. Pour mon travail, pour mes occupations, eh bien, ludiques, je suis à fond. Mais c'est vrai que je me pose plein de questions puisque je me suis pas non plus trop intéressé au sujet, parce que moi, dans mon esprit un petit peu tourmenté, je me dis mais qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Je me dis comment on apprend aux IA à faire les trucs? Est-ce que les IA sont vraiment intelligentes? Est-ce qu'ils ont des émotions? Donc tout un panel de questions un peu bêta peut-être, mais qui m'intéresse, sur lesquels j'ai pas vraiment d'avis. Donc ça m'intéresserait d'avoir le tien, puisque tu t'intéresses au sujet, et pourquoi pas cela sera aussi utile aux vieux grigous de ma communauté qui me suivent, puisque les statistiques ne trompent pas. Eh bien les plus jauneaux par chez moi, ils ont la trentaine passée, et les anciens, eh bien il y en a même des plus vieux que moi qui ont plus de 60 ans, voire 65 ans, et si les statistiques sont exactes et que les gens ne mentent pas, j'aurais même des grigous de plus de 70 balais. Ouf! Donc, Pas mal. ce que je te propose, mon cher... Alors, quel est ton pseudonyme? Ablanor? Ablanor. Moi, on m'appelle Ablanor. comme ça. Ça fait 15 ans, 20 ans maintenant qu'on m'appelle comme ça. Et ça vient d'où? Des JDR? Exactement. C'est à la base, Ablanor, c'est le nom d'un univers de Donjons et Dragons que j'ai coécrit avec quelqu'un et qu'on a publié en 2008. Bah, mon cochon, ça sera peut-être l'occasion d'en parler une autre fois. Mais bon, Avec grand restons à plaisir. l'IA. Voilà, Alors, restons à l'IA. Tu disais des questions bêta, donc, il n'y a pas de questions bêtes. Voilà, Aucune donc question moi, n'est bête. j'ai une première question, et c'est peut-être celle la plus importante. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle exactement? Tout le problème repose là-dessus. Mais j'ai envie de dire, d'abord, il faut revenir un tout petit cran au-dessus. Quelle est la définition de l'intelligence ? Si on ouvre un dictionnaire, on a faculté de connaître, de comprendre, qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. On a aussi l'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance rationnelle. Donc en fait, l'intelligence artificielle, eh ben, c'est un truc qui essaye de copier cette intelligence humaine. C'est un ensemble de théories et de techniques qui sont développées avec des programmes informatiques. On va découvrir un petit peu après que l'informatique en fait n'est que très très peu responsable dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est vraiment la capacité à assimiler certains traits de l'intelligence humaine. Et comment je pourrais dire ? Parce que je voudrais pas répondre aux questions qui vont venir après avec ça. Il faut rester très très prudent là-dessus.
C'est peut-être, je vais peut-être rebondir directement, puisque là, en fait, tout ce que tu me dis m'invite à penser que tu veux aborder la vraie question de qu'est-ce que c'est que l'intelligence. Après, comment on lui apprend à faire des choses? C'est peut-être ça la question, non? Ou c'était à côté? Non, il y a ça, puis il y a surtout la question qui sera posée après. Parce et qu'à mon avis que beaucoup de gens se posent sur les émotions, sur est-ce que l'intelligence artificielle peut dépasser l'humain. Donc il faut bien garder à l'esprit que l'intelligence artificielle reste quelque chose d'artificiel, une copie de ce que l'humain sait faire. Mais pour répondre à ta deuxième question, comment les IA apprennent-elles à faire des choses? C'est le gros bordel. Comme je viens de dire, l'informatique par elle-même n'intervient que très peu dans le problème de l'IA ou dans la problématique de l'IA, parce qu'en fait, l'IA est essentiellement un problème mathématique et pas informatique. C'est-à-dire que l'énergie, l'intelligence, la connaissance, le savoir des ingénieurs que l'on va mettre en place et qui fait appel purement à du langage informatique, à du codage, à des lignes, à tout ça, c'est 10-15% de la chose. Et les 85%, les 90% restants de la chose, c'est vraiment un problème fondamental de maths, de fonctions mathématiques. C'est du reste pour ça que je suis pas devenu ingénieur IA, parce que mon niveau de maths est trop faible, alors que je suis un bon informaticien parce que je sais coder. Là, va falloir que tu développes, parce que là, c'est... En fait, ça m'amène plus de questions que de réponses, puisque tu me dis, en fin de compte, ce n'est pas véritablement de l'informatique, c'est... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, comment ça fonctionne? Alors, comment ça fonctionne? Tout simplement, on va donner un énorme paquet de choses à ce code informatique pour qu'il ingurgite des données. On va lui mettre un peu de code informatique avec ce qu'on appelle de la tolérance à l'erreur. Et plus tard, on verra où est le problème avec ça. Et à partir de là, l'IA, dans la version moderne qu'on connaît aujourd'hui, les fameux LLM, qui est un acronyme que beaucoup de gens ont vu, pour les Large Language Models, traduit en français, c'est les modèles de langage étendu. C'est comme ça qu'on pourrait le traduire en français. Et donc, on va lui bourrer énormément de choses en lui disant, voilà, dans tout ça, tu as à peu près telle chose. Alors, ça peut être, on va lui envoyer 100 000 images d'oiseaux pour lui dire, sur ces 100 000 images, tu as un ou plusieurs oiseaux. Et le code va permettre à l'IA de brasser les 100 000. Et quand je dis 100 000, c'est un apéritif pour elle, hein. C'est tout petit, hein. C'est pour ça que c'est colossal et que ça demande autant d'énergie, parce que pour nourrir une IA, comment une IA apprend? Elle apprend justement avec des centaines de milliers, des millions d'exemples itératifs qui vont tourner, où on va lui dire, tiens, je te file 100 000 images, je te garantis que dans toutes ces images, il y a au moins un oiseau, et avec le code informatique qui est développé, qui lui est assez court, l'IA va finir par dire, ok, j'ai vu l'oiseau, et à la fin on lui dit, dessine-moi un oiseau, et hop, elle te dessine un truc, parce que dans les 100 000 ou les 200 000 images qu'elle a eues, elle a identifié où se trouvait l'oiseau, par exemple. D'accord. C'est un peu plus compliqué quand on aborde autre chose que les images, mais sinon c'est du texte, on lui envoie du texte en lui disant, tous ces textes-là parlent de tel sujet. Et donc elle devient un crack sur le sujet. Alors, tu m'as dit à peu près globalement comment on apprend à leur faire des choses, donc en accumulant, si j'ai bien compris, une masse, en lui exposant une masse de données et par essai-erreur, on lui dit là il y a un oiseau et en lui mettant 100 000, 10 000, 10 millions, 1 milliard d'images d'oiseaux, il va retrouver des éléments récurrents. Et grâce à ça, il va pouvoir déterminer globalement ce qu'un oiseau. Mais un truc que j'avais lu ou entendu, c'est qu'en fait, l'IA ne voit pas d'image. Ce qu'elle voit, c'est des localisations. En fait, par exemple, tu as une photo qui fait 100 caractères par 100 points par 100 points. En fait, elle analyse point par point. Donc même quand tu as construit quelque chose, elle reconstruit par une, je sais plus, une coaxis ou je sais pas quoi. Enfin, il y a un terme que j'avais lu ou entendu quelque part. Donc une pattern. Et donc quand il construit une image, il construit pas une image, il construit une suite de points correspondant peut-être mathématiquement par un algorithme qu'il a conçu lui-même, parce que là c'est ça le vice, c'est ce que j'ai compris, c'est que
il semblerait qu'on on lui dit pas comment apprendre. On lui dit simplement essaye, erreur, essaie et vois. Ça se réduit à ça. Non ? Au petit détail près que quand l'IA se plante sur l'image, vu qu'on lui envoie un nombre monstrueux d'images, on ne passe pas derrière chaque image pour lui dire t'as bon, t'as pas bon. C'est justement là, c'est pour ça que j'ai dit à tolérance d'erreur. Et en fonction de comment on veut lui apprendre, on joue sur la tolérance d'erreur. Et c'est comme ça que nous avons Lucie. Est-ce qu'on parle de Lucie ? Parlons de Lucie. Pas celle-là. D'accord. Pas celle-là, l'autre. Tu sais, Lucie, celle à qui on a dit « Est-ce que tu peux nous parler des œufs de vache ?» Et qui nous a dit « Oui, les œufs de vache, c'est un peu comme les œufs de poule. » Ah, Lucie. Oui, l'IA. Oui, mais là, j'ai lu aussi qu'en fait, les gens se sont enthousiasmés. C'était un modèle qui n'était pas du tout fonctionnel. Ils se sont un petit peu trop empressés. Ils ont voulu montrer qu'ils avaient créé quelque chose. Mais en fait, ce n'était pas du tout quelque chose d'exploitable. Je pense que quand on voit qu'il y a des expériences comme Mistral qui sont aussi françaises et qui sont vraiment très très au point, donc je pense pas que je sais pas c'est qui est derrière ça, c'est le CNRS, c'est qui est derrière le projet Lucie. Ouais, il y a un bout du CNRS, c'est multiple, il y a plein d'acteurs, mais j'ai envie de dire si ton modèle est pas prêt, tu le présentes pas, arrête quoi. Mais bon, là je t'interromps tout de suite, je dis stop parce que tu essayes de m'embrouiller, je t'ai vu venir, malotru. Si, je t'ai vu venir, puisque là, tu me dis, eh bien, l'IA pour devenir intelligente, en tout cas, une intelligence, on appelle ça de l'intelligence, mais ce n'est pas véritablement d'intelligence, c'est plus de la reconnaissance et du recrachage. Eh bien, chaque fois qu'on lui dit, tiens, on lui donne, par exemple, 100 000 images, elle est obligée de garder tout le temps ces 100 000 images. Elle ne peut rien jeter, parce qu'elle n'a pas de mémoire. Ou alors, elle arrive à se créer des algos, elle se programme elle-même pour une reconnaissance. Elle se dit par exemple un oiseau, eh bien ça a toujours ce type de coordonnées, ce type de couleur, ce type de forme qui revient de façon géométrique. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne ou c'est autrement ? Après on passera à la question suivante parce que sinon on va y rester 1 heure. Non, mais si, t'as très bien résumé. Voilà, pour une vision néophyte de la chose, tu as très bien résumé, c'est à peu près ça. Je te dis, en gardant en tête qu'il y a justement cette marge d'erreur qui fait que, voilà. Mais l'IA, c'est ça. Faut savoir que l'IA, en fait, on l'utilise aussi depuis très longtemps sans le savoir. Tu roules dans une Mercedes qui freine à ta place, parce que le mec devant a freiné et que toi, t'as pas eu le temps, c'est de l'IA qu'il y a dans le calculateur. Tu vois le genre ? Eh oui, tout à fait. Allez, on en passe à la question que j'avais évoquée. Là, concernant donc l'humanisation de l'IA. J'ai évoqué l'idée qui revient tout de suite, puisque je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la science-fiction, tu vois. J'ai une vision un petit peu de la robotique. Bon, l'IA et robotique, c'est 2 choses différentes, hein, mais disons que l'un peut servir à améliorer l'autre. Mais exactement. L'IA peut-elle ressentir des émotions ? Non. En aucun cas. Comme ça, non. Ah oui, là par contre, tu vois, c'est très très clair. Non, c'est impossible. C'est juste impossible parce que les émotions dans le cerveau humain, c'est ce qui est géré par 3 des 7 intelligences que l'on a. Parce que nous avons 4 intelligences qui se mesurent par le QI et qui sont rationnelles, qui sont logiques et qui sont celles-là qu'on essaye de mettre dans l'intelligence artificielle. Et les 3 autres sont des intelligences dites émotionnelles qui font appel à un autre système de réseau neuronal. Tu sais, le fameux cerveau droit, cerveau gauche, ça vient de là. Mais on va pas rentrer trop profond là-dedans parce que sinon on va perdre la moitié du public. Ah, on aime ça quand on rentre profond, ne pourra jamais... L'IA ne pourra jamais reproduire les émotions. Alors, j'ai un avis là-dessus, je t'interromps encore parce que je suis du genre à interrompre, excuse-moi de te le dire, hein. Moi je suis pas du genre à laisser parler les gens, hein. Moi je suis dans le débat, je suis dans l'opposition, on peut être néophyte et pour au moins avoir son propre avis. Oui, non, je comprends ce que tu dis, mais ça me fait évoquer, là je prends référence à mes lectures d'anticipation et le fait de, par exemple, transposer l'intelligence intelligente, la conscience d'une personne dans un système informatique. Et souvent, des auteurs de science-fiction nous laissent entendre que, en fait, ça serait un échec toujours. Ça sera toujours un échec pour la simple et bonne raison, c'est que l'humain, ce n'est pas que des neurones, c'est aussi des hormones. Et qu'une grande partie de notre mode opératoire qui fait de nous des humains, ce sont nos réactions à des stimuli.
Les stimuli sexuels, donc à la base, c'est une nécessité impérieuse de la vie de se reproduire. Donc il faut enthousiasmer le corps. Donc ce sont des hormones qui vont réagir. L'attirance ou le rejet d'une personne. Moi, par exemple, à titre personnel, en tant que néophytant, je suis moi, il y a des gens, je les vois pour la première fois, je sens une odeur. Alors on me dit non, il n'y a pas d'odeur, mais je sens une odeur qui émane d'eux. Alors, est-ce que c'est une odeur psychologique que je ressens psychologiquement ou physiquement ? Mais en tout cas, j'ai un rejet total pour ces personnes. Quand on a, par exemple, une attirance, que ce soit envers un homme ou une femme, je sexualise pas la chose. Simplement, tu es quelqu'un, il a quelque chose qui fait que tu vas être attiré vers lui. On dit que il a le mojo, il a le machin, tu vois. Ça se discute pas, voilà. Mais après, il y a là aussi, c'est pas seulement une réaction intellectuelle liée aux neurones, c'est aussi souvent des réactions à des stimuli autres et qu'on ne pourrait pas transposer en mettant dans un ordinateur. Ou alors, on peut simuler ça. Ça n'a rien à voir avec la question de l'IA, mais je me dis, l'occasion fait le larron. T'as peut-être une idée là-dessus. Oui, parce que effectivement, tu parles d'hormones, on pourra même parler de phéromones à certains endroits, même si l'humain n'en a plus vraiment. Et quand tu dis que tu sens une odeur, c'est parce que c'est ton cerveau qui te met sur le nez, parce que peut-être que ton sens de l'odorat est plus développé chez toi que chez l'autre. Mais justement, sur ces 7 intelligences qu'on a au total, donc on en a 4 qui sont de la logique et 3 de l'émotion, et les 3 de l'émotion, ces hormones vont stimuler des neurones. Et c'est là que se fait ce truc-là. Et ça, on ne pourra jamais, autant les 4 autres, on peut les codifier, les algorithmer, autant les 3 qui marchent avec des hormones, on ne pourra jamais les traduire en code informatique. C'est juste impossible. Et là-dessus, tous les ingénieurs sont à peu près d'accord. On arrive à émuler des machines, pourquoi on pourrait pas émuler des... Non ? Parce que visiblement, alors là, on va rentrer dans un niveau de détail que malheureusement je maîtrise pas, mais de ce que j'ai lu, non, c'est juste impossible. Après, le pourquoi c'est impossible, il fallait un niveau de biochimie que j'ai pas pour comprendre le restant de l'étude. Non, mais en fait, là je t'ai pas permis de préparer, parce que, en fait, pour nos éditeurs, sachez-le, on a quand même évoqué tout ça, on a discuté un petit peu le bout de gras, comme ça, et je lui ai proposé une série de questions. Donc, en fait, on n'est pas sur une discussion à bâton rompu, comme ça, on a préparé, parce que bon, on se lance, hein, c'est un premier tango, hein, un premier tango à Paris. Mon Dieu, oui. Est-ce que c'est toi qui as la botte de beurre ou c'est moi ? Sauf que moi je suis pas à Paris, je suis au Mans. Ah ouais, mais moi je suis à Paris, en tout cas je suis à côté de Paris là. Ah le Mans, ah la rillette, ah il fait ça la rillette, oh le cochon. Bon, allez bon, on va revenir sérieux. Et maintenant c'est vrai que quand on parle de sérieux, il y a la grande question. La grande question, c'est l'IA peut-elle remplacer les humains dans certains métiers ? Quand je pose cette question, j'ai déjà la réponse. Mais plus globalement, en étant plus technique, c'est est-ce que l'IA, par sa nouvelle présence, pour l'instant ce n'est que superficiel, c'est que le début, ça fait quoi, 2-3 ans que véritablement l'IA est rentrée dans l'actualité, est rentrée dans notre monde commun des personnes, même quelqu'un qui n'a rien à saucer donc de tout ce qui est informatique, tout ça, elle connaît l'IA, elle sait qu'elle est là, elle y est touchée. Tu disais par exemple, tu donnais l'exemple des voitures qui pouvaient freiner automatiquement. On pouvait avoir sur certains qui ont des iPhones avec le série Siri qui était déjà une IA par nature, oui. Un moteur de recherche et par nature un système d'intégration réponse. Donc peut-être je déblatère un petit peu en lui associant le terme d'IA, mais en tout cas il y avait un certain traitement de l'information et un classement qui fait qu'il pouvait redonner des réponses. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais par contre, au-delà de comment ou est-ce qu'il est possible que l'IA remplace les humains dans certains métiers, est-ce que plus globalement, est-ce que ça va pas transformer à court, moyen, long terme, le marché du travail? Est-ce qu'il va y avoir des emplois qui vont disparaître? Est-ce que surtout, il va y avoir des nouveaux emplois qui vont compenser? Parce que on nous dit, on a là, ça n'a plus rien à voir avec l'IA, c'est plus sociétal hein, au niveau de la question. C'est est-ce que, la société ne va pas être chamboulée de façon définitive et globale, comme elle l'a été
en son époque, dans les années 80, par l'outil informatique, qui s'est démocratisé, qui est rentré. Mais à l'époque, l'informatique, on le savait que l'informatique a détruit énormément de travail, mais on a créé au final beaucoup plus. Là, avec l'IA, je vois pas en quoi l'IA peut créer autant d'emplois qu'elle va en détruire. C'est là où je... Donc c'est pour ça ma question est c'est un accordéon, elle a plusieurs niveaux, c'est une poupée russe. Je suis désolé de te mettre dans un... Là, je pense que t'es parti dans un tunnel pour 20 minutes. Hein. Je sais pas, parce que si je pars sur le tunnel pendant 20 minutes, je vais répondre aux 3 autres questions qui suivent en même temps. Donc, à la question de base que tu poses, les IA peuvent-elles remplacer les humains dans certains métiers? La réponse est remplacer, non. Sincèrement, ce n'est pas possible. Voilà. Mais avec tout le développement que tu as fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la finesse de l'intelligence humaine est l'enjeu du développement de l'IA aujourd'hui. Et c'est ça qu'ils ont énormément de mal à reproduire dans l'algorithme. Si on applique une bête loi de Pareto, aujourd'hui, on a fourni 20% de l'énergie, donc énergie à entendre les humains qui vont travailler, les sous qu'on met dedans, l'électricité à produire, on a fourni 20% pour faire 80% du boulot. Et toute la finesse de l'intelligence humaine qui fait que l'IA pourrait remplacer l'humain, c'est les 20% qui restent, et va falloir y consacrer 80% du restant du budget global. D'accord ? Donc, à l'instant où on parle, en 2025, non, l'IA est très très loin d'être assez précise pour faire ça. Je vais te donner un exemple. En 2023, il y a une boîte qui faisait des revues de presse pour d'autres sociétés, sur des sujets, des thématiques, des machins, des trucs. Il y a un moment, cette boîte a licencié 2/3 de son personnel. Cash. Une boîte à Levallois, hein, j'ai plus le nom en tête. Tu parles pas de François ? C'est pas François qui a fait ça ? Non, c'était pas aussi connu que ça. Non, c'est une boîte spécialisée dans les revues de presse. C'était pas un journal, c'était vraiment une société qui, son boulot, c'est faire des revues de presse pour d'autres gens. Okay. Ils ont licencié 2/3 de leur personnel pour le remplacer par ChatGPT. 6 mois plus tard, ils étaient à 2 doigts de déposer le bilan parce qu'il manquait la finesse de l'humain pour avoir vraiment ce qu'il fallait. Parce qu'en fait, ChatGPT, sur les revues de presse qu'il donnait, il te donnait juste des articles qui traitent d'un sujet. Point. Et hop, démerde-toi. Ce qui fait que les clients à l'autre bout, ils ont fait « c'est pas pour ça qu'on paye. On veut une analyse, on veut un truc cohérent, on veut quelque chose qui parle du sujet. » Aujourd'hui, c'est pour ça que, rappelle-toi, à un moment, je t'ai parlé de la tolérance à l'erreur. Aujourd'hui, les IA ont une tolérance à l'erreur qui est encore un peu trop large. On en parle de Gemini, à qui on a dit « donne-nous un roi de France au XVIIe siècle », et qui nous a sorti un black. La tolérance à l'erreur est là. Ça dépend de comment t'as nourri ton IA, qu'est-ce que tu lui as mis dedans. Ça dépend du niveau de tolérance à l'erreur que tu as donné. À l'instant où on parle en 2025, l'IA fait encore trop d'erreurs pour remplacer littéralement un humain. Dans un avenir plus ou moins proche ou long, c'est pas impossible. Et donc, ta question subsidiaire, oui, l'IA va certainement détruire des emplois, mais va en créer d'autres quoi qu'il arrive. Tu parlais de l'introduction de l'outil informatique, mais va plus loin en arrière dans l'histoire. L'arrivée de la machine à vapeur, l'arrivée de l'électricité, l'arrivée du moteur à explosion, le fait d'avoir un tracteur qui te traîne une charrue sur les champs, ça a remplacé combien de paysans pour labourer le champ ? À chaque fois qu'on a eu une introduction technologique, on a détruit des emplois pour en créer de nouveaux. Le problème, c'est qu'on a détruit 100 emplois pour en créer 10 nouveaux. Et à chaque fois, la technologie, l'avancée technologique, nous fait réduire le nombre d'emplois. Peut-être qu'un jour, on finira par ne plus travailler parce qu'on n'aura que des robots avec de l'IA dedans qui feront le boulot à notre place. Ouais. Après, l'humain sera-t-il encore nécessaire ? Parce que là, toute la question va se poser là. L'exemple que tu nous donnes, en fait, ce que tu nous dis concernant cette agence qui faisait donc qui préparait des résumés de presse ou je ne sais trop, en fait, je suis désolé d'avoir oublié le nom. C'est aucune importance, c'était couru d'avance. Bah de toute façon, si tu le retrouves dans les jours qui viennent, eh bien on pourra toujours l'intégrer, on incruste sur la vidéo. Ouais. Par contre, la question qui moi, en fait, je suis pragmatique parce que moi je sais que je pense à des métiers qui m'ont touché. Moi, je sais que dans ma carrière j'ai été comptable, je sais que maintenant l'IA
c'était déjà par des automates, c'était déjà vachement automatisé, mais là, maintenant, avec la reconnaissance sur des formats standards, puisque là, par exemple, tout ce qui est, en plus, avec la nouvelle stratégie, donc des impôts, etc., de normer, par exemple, les factures, qui seront maintenant complètement informatisées, ça sera avec des formats préparé, on ne pourra pas le faire dans un format différent, avec les transferts automatisés en ligne. Donc moi je sais déjà que le ministère de l'économie, des finances, merci, est déjà équipé. Ils ont les IA, elles sont prêtes. Bon, peut-être pas véritablement opérationnelles, mais ils vont pas, par contre, ils vont pas licencier. Simplement, leurs opérateurs, leurs contrôleurs et tout ça vont faire autre chose. Ils vont faire de l'humain. Ils vont aller chercher le pognon. Mais, par contre, dans d'autres secteurs, par exemple, pour parler du secteur comptable, bah, effectivement, c'est tout ce qui est en dessous, tout ce qui est au niveau des opérateurs, tout ce qui est au niveau, on va dire, du manœuvrier, eh bien, il va être supprimé à 100%. Là, ce sera pas 40%, parce qu'il n'est plus nécessaire. Mais non, parce que la note de frais du restaurateur de la pizza du coin, que le gars il te fera à la main parce que c'est comme ça, lui il travaille à la main. Comment tu fais pour rentrer ça dans une IA ? Ça par contre, je sais déjà que c'est déjà géré depuis des années. C'est simple. Scanner, avant c'était scanner et envoyer à Madagascar. Maintenant, ou en Roumanie. Maintenant c'est scanner et interprété par une IA. Et les éléments sont toujours les mêmes. C'est un nom, une somme, une notion de TVA et basta. Après, effectivement, tu as un retraitement humain, mais une personne va pouvoir traiter les travails équivalents de 20, 30, 40, 50 personnes. Voilà, mais c'est ce que tu disais. Mais bon, je pense que là, on rentre dans le détail et on dépasse le cadre qui nous intéresse. Il faut revenir dessus parce que c'est moi. J'essaye de t'envoyer dans des chemins de traverse. Hein. Ça y est, j'ai ma botte de beurre. Voilà, j'ai ma botte de beurre ou ma botte de rillettes. Hein, c'est comme on voit les choses. Et je veux t'entreprendre. Je suis comme ça. Je suis un coquin. Mais dans la question suivante, elle est liée sans l'être directement. C'est maintenant l'IA. Est-ce que cela va avoir véritablement, et ça m'inquiète beaucoup plus, puisque ça touche plus à des notions que je considérais à titre personnel comme étant typiquement humaines, non automatisables, non générables d'une certaine façon, bien que là encore, je parle de mes lectures, il y a déjà 30, 40, 50 ans, donc les grands anciens de l'âge d'or américain, donc des romans, nous expliquaient qu'il y aurait des machines à créer, on appuierait sur un bouquin, il y aurait des machines à créer des livres. Et donc il n'y aurait plus d'auteur. Et on y est, ça y est. Bon là, effectivement, la qualité est indigente encore. Mais donc la question, quels sont les impacts de l'intelligence artificielle sur la créativité et les industries culturelles comme l'art, la musique et le cinéma ? Moi déjà, par exemple, j'utilise un Suno, c'est génial. C'est quelque chose de merveilleux. Ça permet, moi qui suis poétesse, qui suis poète à mes heures, de pouvoir transformer des textes phagocytés, méchants et pas très vilains en des musiques, en des chansons, C'est merveilleux. Non, je vais être taquin, peut-être même un peu méchant. L'IA sur ces domaines-là, les domaines artistiques, ne va faire qu'accentuer la pauvreté créatrice actuelle. Regarde, tiens, on va prendre l'exemple de la musique et je te dis tout de suite, je vais égratigner des gens. Quand tu écoutes le métal, les mecs ne travaillent pas du tout avec de l'IA, ils continuent à faire ça artisanal et c'est beau. Quand tu écoutes toute la planète hip-hop rap, ils font de l'autotune, qui est une IA. Ils font des maths pour faire les mélodies du tube de l'été, qui est une IA. Et ils s'appauvrissent. C'est-à-dire que toute la pop culture, tu sais, les chansons pop fameux populaires et compagnie, les tubes de l'été, vont devenir standardisés. Tu parles de Suno ? Oui, mais au bout du compte, écoute bien tout ce que les gens ont produit avec Suno, toujours la même chose. Donc non, l'IA ne pourra jamais remplacer le génie créatif artistique humain. Et là-dessus, je vais camper. Oui, non mais d'accord. Mais est-ce que l'humain a envie de créativité ? Je vais donner là encore un exemple. Oui. Toi et moi, nous partageons aussi un autre sujet d'intérêt commun, c'est les séries.
On a un... Bah c'est peut-être, parce qu'on a à peu près le même âge, on est des vieux briscards de la brisquitude, on a le cuir tanné par moult expérience, et on a en commun donc ce J'ai petit des cicatrices plaisir. là. Voilà, on a le petit plaisir, on a ces petits plaisirs. Et moi, truc que j'ai constaté, mais ça date pas d'aujourd'hui, c'est la standardisation dans les séries télévisées américaines. C'est que moi, dans les années 80, je glandais pas mal, j'étais gamin, et je me matais énormément de séries. Et j'en étais arrivé à un moment à comprendre, dès le début, je regardais le début d'une série et je connaissais la fin de l'épisode, puisque c'était toujours un même schéma récurrent. Bon, les intervenants pouvaient changer, le contexte était différent, mais là, en fait, les logiques étaient automatiques. On les voit aussi dans les films, souvent les films des grandes majors américaines, où on a des recettes qui fonctionnent. Et on a l'utilisation de recettes pour atteindre un objectif, c'est-à-dire la satisfaction. Donc la satisfaction popcorn, eh bien, des personnes qui viennent voir les trucs. Et là, on se dit, on a des scénaristes américains qui sont en train de venir pleurnicher. Ouais, il faut protéger nos emplois, tout ça, mais ils sont déjà dans une logique d'automatisme. Une machine peut faire ce qu'ils font, globalement. Alors, la créativité au niveau de ce contenu-là, je suis pas sûr qu'elle soit pertinente. Le truc, si tu veux, c'est que quand tu fais appel aux séries et aux films, bien avant l'arrivée de l'IA, les mecs ont inventé une matière qui est magique, le scénarium. C'est un truc qui se modèle, mais t'imagines même pas tout ce qu'on peut faire avec. C'est fantastique. Et oui, bien avant l'arrivée de l'IA, ils avaient déjà une envie de standardisation qui est de plus en plus standardisée, qui fait que moi qui suis en train de dévorer le catalogue Netflix en ce moment, parce que vu que je suis en arrêt maladie, j'ai un peu que ça à foutre, entre guillemets. Oui, je m'aperçois, à force de regarder, je vois qu'il y a de moins en moins de créativité de ce côté-là. Mais, comme c'est dit, l'humain aura toujours, enfin, l'humain ou une partie de l'humanité aura toujours envie de quelque chose de réellement créatif et de réellement nouveau. Donc ça veut dire que, dans les domaines artistiques, la sculpture, la peinture, l'écriture, le cinéma, la musique, tout ça, dans ces domaines purement artistiques, il faudra toujours qu'il y ait des artisans qui travaillent sans IA. Parce que l'humain aura toujours besoin d'un petit bout de ça. Et la plèbe, le grand public, continuera à écouter les musiques mathématiques qui fait oh, c'est le tube de l'été, j'ai envie de bouger mon popotin. Et c'est vrai, hein, même moi qui écoute que du métal, j'entends le tube de l'été, je bouge mon popotin parce que ça a stimulé 3 neurones avec une hormone quelconque et toc, il y a mon popotin qui se met à bouger. Sur le dernier truc de Madonna. Attends, merde, j'ai 30 ans de retard là. Pardon. Elle est encore vivante, hein. Bon, elle est un peu blette, mais elle est encore vivante. Et puis surtout, ça fait un moment qu'elle a pas sorti un truc, je crois. Oh, je sais pas. Moi, tu sais, la musique, c'est pas trop mon truc. Hein. Bon, on saute parce que là, on revient un petit peu. Là, il y avait la question suivante. C'est peut-être une question. C'est peut-être la question qui, pour moi, est la plus intéressante. Alors, je vais la lire telle quelle. Oui, peut-être. Les IA peuvent-elles devenir plus intelligentes que les humains ? Et donc ça, c'était la question néophyte de ma part. Et la version un petit peu plus pointue que j'ai réfléchi 2 secondes pour la poser, c'est quels sont les risques existentiels associés à l'intelligence artificielle ? Alors, la notion de super-intelligence, Skynet, pourquoi pas ? Je vais en parler. La perte du contrôle, sachant que j'ai vu une vidéo de Alteriz, je sais pas si tu l'as vu. Alteriz a fait une vidéo sur l'IA, je crois que c'est la dernière qui est sortie, où justement il est parti d'un postulat simple. Donc l'intelligence artificielle va détruire l'humanité et va conquérir la galaxie. Mais c'est une IA qui n'est pas en fait l'IA c'était une appli à la base, mais l'appli avait une seule obligation, se faire le plus d'amis possible. Voilà. Et en parlant de ça, il se trouve que cette appli, en fait, c'est un truc à voir. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, la notion de dominance et d'intelligence, pour moi, ne rentre pas vraiment en ligne de compte, parce que quand j'utilise le terme devenir plus intelligent que les humains, c'est plus la vraie question, c'est est-ce que l'IA peut supplanter l'humain déjà dans la direction et dans le futur et puis peut-être dans la destinée de l'humanité.
Alors, pas obligatoirement en l'abrutissant dans une idocratie monstrueuse, pas en la détruisant sous un flux nucléaire, pas. Mais est-ce que simplement le fait pour une raison ou pour une autre, de s'abandonner à des machines, à des logiciels, à des IA, ne va pas en fait, amener l'humanité dans une impasse. Tu vois, là, je pars dans tous les sens. Hein. Ouais, mais alors. Je vais essayer parce que j'avais préparé quelque chose d'assez construit par rapport à cette question. Donc, pour répondre à la question, peuvent-elles devenir plus intelligentes que les humains ? Non, cela ne sera jamais possible, en partant du principe que l'humain mettra toujours un garde-fou pour empêcher l'IA de faire ce qu'elle veut librement. Premier point. Et puis en fait, avec ça, on revient à la première question, tout au début, c'est quoi l'intelligence ? Du coup, oui, l'IA sera toujours plus rapide que l'humain pour calculer des choses, des probabilités ou je ne sais quelle autre statistique. Mais ça va s'arrêter là. L'IA n'a toujours pas d'émotion. Dans la perte de contrôle, façon Skynet dans Terminator que tu évoquais, ça c'est une œuvre de fiction. C'est pas réellement possible. Encore une fois, tant que l'humain pose un garde-fou. Rappelle-toi les premières tentatives de libération des IA, il y a 5-6 ans maintenant, je crois, où ils ont dit tiens, on va laisser l'IA partir toute seule sur le net librement et puis on va voir ce que ça fait quand elle revient. Et elle était revenue. Merde, j'hésite à prononcer les mots parce que P3DO est naze. Ouais. Je voudrais pas. Tu vois, je vais pas prononcer les mots. Tout le monde aura compris. Et bon, pourquoi Zina et pédobire, quoi. Voilà. C'est pour ça que je dis P3DO parce qu'avec le chiffre, ça passe. Et en fait, donc, pourquoi ça ? Mais tout simplement parce que, au moins à cette époque-là, c'est peut-être encore vrai maintenant, mais vu que c'était il y a 5-6 ans, c'était juste les deux sujets les plus évoqués sur le net. Du coup, l'IA, elle revient avec ça. Et parce que l'IA, on va aborder un autre sujet avec les émotions, l'IA n'a pas la capacité de faire la différence entre le bien et le mal. Alors, sans tomber dans de la philosophie de comptoir, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, blabla, blabla, on va prendre un exemple complètement capillotracté. Et puis ça tombe bien parce que bon, je suis pas rasé de près, mais tu vois, j'en ai plus beaucoup. Sandrine Rousseau, ça te parle ? Ah bah oui. Elle te dit que le nucléaire, c'est le mal. Jean Covici, ça te parle ? Oui. Il te dit que le nucléaire, c'est le bien. C'est le GED, le GED, je sais pas comment il s'appelle. Non, Jean-Marc Jancovici. Ah bon ? Jean-Marc Jancovici, l'ingénieur de Carbone 4. Oui, je vois, oui, le monsieur des plateaux télé. Oui, ça y est, voilà. je l'ai situé. Donc, sur un sujet identique, le nucléaire, il y en a une qui te dit c'est le mal, et il y en a un autre qui dit c'est le bien. L'IA, elle fait comment pour débattre là-dedans ? Elle est incapable de faire ça. Pour débattre là-dedans, il faut de la philosophie, il faut des émotions. Et on a démontré plutôt que l'IA n'a pas d'émotions et ne pourra jamais en avoir. Donc du coup, et j'ai posé la question à ChatGPT et à Grok sur deux trois sujets précis. Et je leur ai posé la question là-dessus, justement, le nucléaire c'est bien ou c'est mal, il y a un statu quo permanent. Il t'explique que le nucléaire a des avantages et des inconvénients. Et en tant qu'IA, elle ne peut pas trancher là-dessus. C'est très marrant justement d'aborder le sujet des émotions avec une IA. Hein. À chaque fois, tu dis oui, non, mais en tant que programme informatique, je peux pas, blabla. Tous. Grok, Gemini et ChatGPT. Donc une IA ne pourra jamais devenir plus intelligente que les humains. Et ce sera ma réponse en sachant que l'avenir pourrait me donner tort. Est-ce que le fait d'avoir un sens critique fait de toi un être plus intelligent qu'un script, une IA qui, par simple consultation de bases de données monstrueuses, peut donner une solution à pas mal de problèmes simplement parce que c'est du temps humain. C'est du temps. En fait, le temps humain, le temps machine permet d'accélérer le mouvement. Quoi. Là, t'es en train de confondre deux choses, intelligence et savoir. Peut-être, oui. Mais alors, quelle est la différence entre les deux ? Bah, dis-moi, explique-moi. Le savoir, la connaissance, ce n'est qu'une question de mémoire. C'est un disque dur. L'intelligence, c'est la mémoire vive. Et le processeur. Tu vois ? Okay. C'est pas parce que quelqu'un va vite à chercher dans une encyclopédie qu'il est intelligent. Tu peux avoir des gens qui ont une mémoire, des masses de connaissances énormes, mais qui sont bêtes comme leurs pieds, parce qu'ils ont plein de connaissances et ils savent pas les agréger. Rappelle-toi la définition de l'intelligence.
La définition de l'intelligence, si on peut la résumer autrement, c'est la capacité à raisonner, la capacité à résoudre un problème en un temps donné. Quelqu'un qui, tu mets deux personnes avec le même problème, celui qui le résout plus vite que l'autre est plus intelligent que l'autre. Alors, plus intelligent au sens du QI, au sens de Monsieur Weiss, qui a mis en place le fameux test de QI, sur une idée des Français, machin, on rentre pas dans la polémique, qui se base sur les 4 intelligences logiques et mathématiques, et qui ne prend pas en compte les 3 autres qui sont d'ordre émotionnel. Ok. Bon, je te coupe là, parce que là tu me l'as fait à l'envers, je te vois venir. Parce que là on parlait, tu as répondu sur l'intelligence par rapport à l'humain, mais qu'est-ce qu'il en est des risques qu'on peut associer à l'IA et par de fait, est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait une perte de contrôle de l'humain sur ces intelligences artificielles? Comme j'ai dit, justement, tant qu'on laisse un garde-fou, tant que l'humain met un garde-fou, tant que l'humain, par exemple, empêche le ChatGPT d'aller librement sur Internet pour amener ce qu'il veut, on sera toujours les patrons. Tant que l'humain garde le doigt sur la prise de courant pour l'arracher si ça déconne, on sera les patrons. Le jour où l'humain enlève ces sécurités-là, là ouais, c'est fini, on a perdu. Ok. Il y a toujours quelqu'un qui va... Parce que, a priori, l'accès donc à l'intelligence artificielle, ce n'est qu'une capacité d'enregistrement de données. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Tu l'as dit toi-même, c'est très peu de code. Il n'y a pas de nécessité d'avoir des masses d'ingénieurs informatiques qui vont travailler pendant des années pour développer un algorithme, machin. Là, moi, je prends un algo de base qui est en open source. Je lui donne les capacités de sniffer le web, je ne lui donne aucune contrainte, aucun garde-fou. En fait, il va développer, effectivement, tu l'as dit, une vision tronquée de ce qu'est la société, de ce qu'est les données, puisqu'en fait, il va tout mélanger. Et comme j'ai utilisé ce terme, il n'a pas, on va dire, on va utiliser le terme plus une conscience, une morale, mais moi je dirais plutôt simplement un sens critique. C'est-à-dire qu'il n'a pas, il a pas de valeur, il n'a pas de notion de valeur et d'équivalence. C'est-à-dire que pour lui, toutes les idées se valent. Exactement. Non, toutes les idées ne se valent pas, mais parce que nous, par l'expérience, par les baffes que tu te prends quand t'es petit, par la vie en société, en fait, toute l'expérience accumulée par un humain au cours de sa vie, même le plus bénet, le plus taré des humains, a une expérience émotionnelle. Même celui-là qui fait le mal, en toute conscience, a conscience qu'il fait le mal. Je sais pas si tu... Oui, alors à quelques pétouilles près, oui, c'est exactement ça. Voilà, à quelques pétouilles près, oui, c'est exactement ça le principe. Parce qu'on en revient au fait que, comme tu dis, sens critique, morale, t'as été éduqué dans une certaine culture, dans machin, ce que l'IA n'a pas. L'IA, c'est une impulsion électrique qui démarre et qui brasse à la vitesse de la lumière. Donc pour elle, tu lui donnes les écrits d'un certain Adolphe, il te considère ça exactement que Alphonse Daudet. Exactement pareil. Ah oui, et la petite chèvre, elle avait le fessier enthousiaste. Coquine va. Voilà, bon, par exemple. On va essayer de rester dans le cadre d'une petite heure. Donc là, on en est déjà à 43 minutes d'enregistrement. Donc on va accélérer puisqu'il nous reste 3 questions. Et 3 questions qui épineuses et qui demanderont peut-être de ta part quelques développements. Donc je me permets d'aborder la suivante. C'est quelles sont les principales applications actuelles de l'IA dans différents secteurs. Et j'avais évoqué la santé, la finance, les transports, etc. Alors oui. Alors j'ai pas spécifiquement cherché sur santé, finance, transport. J'ai plutôt travaillé sur mon expérience professionnelle. Alors les IA sont partout. Il y en a partout. En fait, oui, elles sont absolument partout. Il y a celles qu'on connaît, ChatGPT, Grok, Gemini, tous les LLM, les machins, les trucs connus. Et puis des spécifiques dont tu parlais, tels que Suno, Midjourney, qui font au choix Suno qui fait de la musique, ou des Midjourney et autres qui te fabriquent des images. Il y en a quelques-unes qui te font des vidéos. Bon, il y a tout ça, c'est le côté grand public. C'est utilisé beaucoup au niveau de l'amusement pour l'instant, plus qu'à des fins professionnelles. D'accord ?
Tout ça, on va dire que c'est un peu des encyclopédies, des assistants. Tu faisais référence à Siri pour l'Apple machin et Alexa chez Google, tu vois. C'est bon, tout ça, il y a ça, d'accord ? De l'autre côté, il faut savoir que, alors au moins en France, je me suis pas tellement intéressé au restant de l'Europe ou du monde, mais je pense que ça doit pas être tellement différent pour la partie occidentale. Mais en France, depuis pas mal d'années, on a tout un tas d'universitaires qui forment des masters en informatique machin, qui ont tous option IA. Donc ça veut dire qu'il y a une bande de profs qui a décidé par eux-mêmes, ou sous l'impulsion d'un gouvernement quelconque, je ne saurais pas trop dire, de bourrer des élèves avec un diplôme qui comprend de l'IA. Ce qui fait que tous ces élèves, une fois diplômés, ils entrent sur le marché du travail et ils disent « Hey les mecs, moi je sais faire de l'IA ». Ce qui fait que les entreprises ont dit, au début, ils ont dit ouais, si tu veux, mais là pour l'instant, ce qu'on veut, c'est un logiciel. Et au fur et à mesure, à force du nombre, à force de répétition, à force d'itération, on a de plus en plus d'entreprises qui se mettent à utiliser l'IA. Je vais prendre un exemple dans ma dernière expérience professionnelle, où j'étais dans une ESN et j'avais des missions dans des assurances. On a les assurances qui sont en train de se doter de LLM internes, propres à eux, pour régler toutes les problématiques autour des sinistres et de la prévoyance, de la prévision des sinistres. C'est-à-dire que ils sont en train de développer des outils à base d'IA pour l'instant, aider les actuaires, mais peut-être à terme les remplacer. En gros, si tu veux, l'IA, tu vas la retrouver à peu près partout. Les développeurs, par exemple, comme moi et comme beaucoup de gens, on utilise pratiquement tous Copilot. Et Copilot, ça écrit le code à ta place. Ça ne le pense pas, tu vois, ça ne te donne pas ta fonction. Ton algorithme, il faut que tu restes à pondre ton algorithme toi-même, mais en fonction du langage que tu décides, ça va te mettre toutes les structures de code. C'est-à-dire qu'on va avoir des développeurs qui ne vont bientôt plus avoir besoin de connaître un langage, parce que toute la syntaxe va être gérée par Copilot. Sauf que l'algorithme, il faudra toujours le pondre. Donc avant de remplacer le développeur, tu vois, il va se passer énormément de temps. Et on en rigolait avec les collègues justement parce que compte tenu de l'imprécision des utilisateurs et de ce que les gens veulent quand ils ont un besoin informatique, l'IA est pas prêt de remplacer les développeurs parce qu'il faut un humain pour comprendre un autre humain pour l'instant. Voilà en gros, dans les différents secteurs, voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Bon, je pense que en fait, tu as répondu par anticipation à cette question. Quels sont les risques potentiels de l'IA ? Tu l'as dit, tant que les garde-fous sont présents, t'as peut-être un détail peut-être à mettre sur la table. Je vais me permettre de relire mes notes, mais non, je crois que justement il y a eu toutes les réponses par anticipation. Ce qui est très important justement, c'est de bien garder, bien conserver ces garde-fous. Et puis pour le remplacement des métiers, faut juste se dire que c'est quand même pas près d'arriver. Hein. On a le temps. On a 10 voire 15 bonnes années devant nous avant que ça arrive. Bon bah c'est tranquille. Mais puis on arrive à la dernière, parce que là la question peut-être qui pour moi c'est la perspective, c'est l'anticipation. Vers quoi on va ? Alors quels sont les scénarios possibles pour l'avenir de l'intelligence artificielle ? Et j'ai même été plus précis, y compris les perspectives optimistes et pessimistes. Ouais. Là, c'est compliqué quand même comme question. Alors, je me suis amusé à poser la question à ChatGPT et à Grok. Juste pour voir. Donc, en prenant exactement ta question, sur le chose, j'ai fait un copier-coller de ta question dedans, j'ai posé les deux, et j'ai regardé. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est que Grok a été beaucoup plus prolixe que ChatGPT par exemple, parce que ChatGPT sur ce genre de questions a tendance à te répondre avec 3 et 3. C'est-à-dire que il m'a donné 3 scénarios optimistes et 3 scénarios pessimistes. Alors que Grok m'a donné 4 scénarios optimistes et 5 scénarios pessimistes. Entre les deux, ils sont plus ou moins d'accord, mais pas tout à fait. Parce que, et c'est là où je vais reboucler avec la question sur comment on entraîne les IA, comment les IA apprennent des choses. Alors, dans le jargon technique, justement, on parle plus d'entraîner une IA que de lui apprendre des choses. Et le terme, la subtilité a son importance. Et on sait très bien que Grok, étant sous le contrôle d'Elon Musk,
n'apprend pas tout à fait de la même manière, et j'ai pu le tester sur 2-3 questions pernicieuses, que de la part de ChatGPT, qui a plutôt une influence d'un certain Bill Gates. Hein, pas en direct, mais et donc quand on commence à poser des questions un peu tordues sur les deux, on sent que c'est pas les mêmes équipes, qu'ils n'ont pas reçu les mêmes trucs. Dans les scénarios optimistes, on a l'IA est comme un moteur de progrès, on a la problématique de l'IA éthique et contrôlée, et on a l'IA et la résolution des grands défis. C'est-à-dire que, et ça c'est la vision de ChatGPT, des systèmes d'IA participent activement à la lutte contre le changement climatique en optimisant la gestion des ressources et en prévoyant des catastrophes naturelles, par exemple. Du côté Grok, on a une amélioration de la qualité de la vie, une participation active à l'éducation et l'apprentissage qui devrait être rendue plus facile grâce à l'IA, la durabilité environnementale, donc c'est là que ça rejoint le point 3, et en 4e, il nous dit que l'IA pourra nous servir au niveau de l'innovation technologique. Ça sera vraiment un gros outil, un bon apport là-dessus. Donc quand on est sur les scénarios optimistes, les deux IA sont à peu près d'accord. Et moi, j'ai fait ma petite analyse en tant qu'humain là-dessus, et je t'avoue que 20 minutes plus tard, j'ai pas trouvé de choses à rajouter. Je vois pas très bien en quoi l'IA pourrait servir en plus de les 3 ou 4 secteurs qui viennent de dire. Encore une fois, tant qu'on aura le garde-fou, l'IA ne peut être qu'un outil et s'il est bien utilisé, ça va nous permettre de mieux travailler, d'améliorer nos performances. Et ce sera à nous, en tant que société globale, de se dire qu'est-ce qu'on fait de tout ça, qu'est-ce qu'on fait du temps qu'on vient de dégager. Est-ce qu'enfin on met au point la fameuse taxe robot pour que réellement, nous humains travaillions moins, mais soyons payés autant. Rêve pieux, mais c'est comme ça. Passons au scénario pessimiste. Alors, les scénarios pessimistes, ils sont pessimistes. Notre ami ChatGPT, lui, c'est chômage de masse. Bon, il commence avec celui-là, parce que l'automatisation détruit plus d'emplois qu'elle n'en crée, laissant une grande partie de la population sans travail ou obligée de se reconvertir difficilement. Bon, blabla, blabla, blabla. Bon. Une IA incontrôlable ou malveillante. ChatGPT te dit attention, faut garder les garde-fous, parce que sinon ça peut déraper. Et enfin, ChatGPT nous parle d'une société ultra surveillée et inégalitaire. Et là, on va rentrer sur les fameuses caméras algorithmiques, qui sont différentes pour ceux qui ne savent pas. Les caméras de surveillance, c'est une chose. Les caméras algorithmiques, c'en est une autre, parce qu'elles intègrent directement un logiciel soit de reconnaissance faciale, soit de reconnaissance comportementale. Avec tous les dérapages que ça peut avoir, puisqu'on a vu par exemple sur le pont qui relie Strasbourg à l'Allemagne, pas loin du Parlement européen, les gens ont pris l'habitude d'un côté du pont de marcher dans un sens et de l'autre côté dans l'autre sens, en fait de suivre le sens des voitures. Et un jour, ils ont mis une caméra qui prend ce pont-là dans le champ, et ils ont demandé à quelqu'un de marcher à contresens. Et le logiciel qui est justement là pour gérer les comportements a dit attention, cet individu est dangereux, juste parce qu'il marchait à contresens. Donc attention à ça, c'est un des risques qu'il peut y avoir. Et quand on demande à Grok les scénarios pessimistes qu'il peut avoir, lui, sa première préoccupation, c'est le déplacement de l'emploi. L'automatisation pourrait entraîner une perte massive d'emploi. Donc il dit, lui aussi, il parle bien d'avoir de l'emploi qui va se détruire au profit d'un emploi qui va se créer, mais avec un déficit au passage. Son deuxième problème, c'est un problème éthique et de sécurité. Manipulation des données par l'IA, la surveillance intrusive, les biais algorithmiques, donc il faut faire attention à ça. Ensuite, il te parle de contrôle et de puissance. Si l'IA est centralisée dans les mains de quelques entités, cela pourrait conduire à une concentration de pouvoir sans précédent. Mais là, du coup, il a débordé, parce que c'est pas le problème de l'IA, c'est le problème de celui qui contrôle l'IA. En quatrième, il te parle de risques existentiels. Des scénarios dystopiques incluent une IA qui devient incontrôlable ou malveillante, ou encore une dépendance excessive à l'IA qui pourrait nous rendre vulnérables à des dysfonctionnements ou des attaques. On peut parler des tristes scénarios de quelques personnes qui ont entamé des discussions profondes et prolongées avec des IA et qui ont fini par se pendre. Et c'est triste. Et enfin, évolution inégale. Le développement de l'IA pourrait exacerber les inégalités mondiales avec certains pays ou groupes de pays progressant beaucoup plus vite que d'autres, créant des fractures technologiques.
Là aussi, j'ai essayé de mettre en marche mon cerveau de créateur de jeux de rôle, avec une imagination qui pourtant depuis plus de 40 ans est sans borne. J'ai pas trouvé de réel risque supplémentaire à cette liste que ces deux IA nous ont donné, parce que à chaque fois, le risque principal n'est pas sur l'IA, mais sur le mec qui la gère. Le risque principal, il est sur à qui on donne le pouvoir. Mais j'ai envie de dire, on va ramener ça à quelque chose de beaucoup plus simple et ancien. La première fois qu'on a mis un flingue dans les mains de quelqu'un, est-ce qu'il a tué un autre humain ou est-ce qu'il a tué un sanglier ? Ouais, j'allais le dire, ouais. Et je pense que sur cette question, ce sera ça ma conclusion. D'abord parce que je mangerais bien un cuisseau de sanglier, même s'il n'est pas l'heure. Mais tu vois, parce que c'est vraiment ça. C'est globalement tout ce questionnement qu'on a autour de l'IA. Il faut pas oublier que l'IA c'est un simple outil. Qu'est-ce que toi, en tant qu'humain, tu fais de l'outil que tu as dans les mains ? Quand on te file un tournevis, tu te dis que tu vas peut-être tripatouiller le tableau électrique, mais tel autre humain va dire et si je le rentrais dans le vide d'un mec pour lui piquer son portefeuille ? Alors que c'est le même tournevis. Et je pense qu'en fait, tout le problème est là, que le problème n'est pas réellement l'IA. Après, ça reste un super outil, on peut vraiment s'éclater avec, on peut faire un paquet de conneries super drôles. Quand on va rentrer en période électorale, faudra faire très 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 attention, parce que les deepfakes sont de plus en plus balèzes, vraiment, et on en arrive à pouvoir faire dire à peu près ce qu'on veut à qui on veut. Donc ça veut dire qu'il va vraiment falloir commencer à vérifier, contrôler tout ce qu'on entend, ce que l'humain a du mal à faire. Et globalement, ça s'arrête là, quoi. Je pense que là, on a fait... T'avais les bonnes questions. Moi, je trouve que ta série de questions était bien. Et pour un néophyte, pour quelqu'un qui veut découvrir la chose, même si on a pris notre temps pour jacasser un peu, je pense que ta série de questions était bonne. Moi, j'ai pas eu ni envie ni besoin d'en rajouter. Grâce aux réponses que j'ai réussi à préparer, je pense qu'on est complet, qu'on a fait le tour. Appelle-moi Voilà. Maxwell. Ah, ça c'est pour les vieux, les vieilles pubs. Hein. Maxwell qualité filtre. Ça n'est pas la peine d'en rajouter. Eh bien, Exactement. on est dans le cadre que je m'étais donné des 60 minutes. Il nous reste 3 minutes et ces 3 minutes, elles sont pour toi. Raconte-nous un petit peu ce que tu fais sur les internets. Présente tes chaînes. Tu as 2-3 minutes, je mettrai un incruste de tes chaînes et puis après on mettra le petit lien qui le fait bien. Et puis je pense que ouais voilà, on va faire ça. Bon allez, je te laisse causer et puis après on se dira au revoir parce que eh bien on sera arrivé au terme. Eh bien encore merci beaucoup pour ton invitation déjà parce que c'est vraiment très très sympa. Alors qu'est-ce que je fais sur les internets ? Ça me fait rire quand on dit les internets parce qu'en fait techniquement il y en a qu'un seul, mais bon c'est pas grave. Moi j'ai 2 chaînes. J'en ai une que j'ai mis en stand-by pour défaut de vue parce que quand on arrive à faire 15 vues par machin, c'est le moment où il faut dire faut arrêter. Où je parlais de culture générale et de langue française. Et en fait sur cette chaîne là maintenant je ne parle plus que de football américain. Voilà. Donc s'il y en a qui ont envie de découvrir, parce que c'est un newbie de 50 ans qui découvre le foot US, alors même si c'est pas tout à fait vrai, je reviens aux origines pour expliquer les règles, pour voir comment ça fonctionne, parce que c'est un sport qui est très complexe, mais que j'adore. Et sur l'autre chaîne, Ablanor, la mienne à moi, hein, parce que la première s'appelle Ablanor Culture, avec un K parce qu'il y en a un dans mon prénom et j'adore cette lettre-là. La grosse chaîne sur laquelle j'ai vraiment plus envie de travailler, comme je disais en introduction, c'est une chaîne où je veux faire de la vulgarisation politique. C'est-à-dire donner une espèce de réveil de conscience citoyenne, donner des éléments pour comprendre la société dans laquelle on vit aujourd'hui et essayer de vulgariser, de rendre plus simple, plus accessible des sujets ultra complexes dont on nous rebat les oreilles. Et puis au passage débunker 2-3 conneries pour remettre un peu de bon sens. En parlant de l'IA, y a plein de gens qui s'insurgent sur les fameux 109 milliards d'argent magique qu'ils ont trouvé. Arrêtez les gars, hein. Le gouvernement français ne va mettre que 3 milliards, et encore, sur 6 ans. Tout le reste, c'est de l'argent privé. Donc on peut pas demander aux Émirats Arabes Unis de financer notre système d'hôpital. Ça ne se fait pas. Donc sur cette chaîne-là, voilà, je débat de choses comme ça. Je débat avec moi-même puisque je n'ai pas d'invité. J'aimerais bien en avoir, mais bon, pour l'instant, j'en ai pas. Et j'essaye vraiment, tu vois, c'est vraiment le maître mot. Vulgarisation, ça veut dire rendre plus simple. Et ça, c'est mon but. Voilà, en gros, ce que je fais, parce que je fais pas grand-chose de plus que ça.
Bah, ça me paraît déjà pas mal, hein, mine de rien. Bah oui, mine de rien. Bon bah, on va se quitter. Bah, j'espère que, eh bien, les auditeurs auront apprécié les petits commentaires de l'amour, le petit plaisir, visiter, eh bien, les chaînes du camarade. Et je pense que nous, eh bien, sur d'autres sujets, nous renouvellerons, eh bien, cette expérience, puisque je dois dire, je sais pas trop qu'est-ce qu'il en retourne après au final, mais comme ça, à vivre, c'était plutôt sympathique. Allez, je coupe, ça fait 1 heure, pouf, c'est fini. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule.